Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste-géopolitologue et vous êtes aussi l'auteur des Voix de la puissance. C'est votre ouvrage de cette année, c'est chez Odile Jacob. Il y a 8 mois, pile, jour pour jour, la Russie attaquait l'Ukraine. Hier, Emmanuel Macron a essayé de reformuler l'équation de la paix. La paix sera possible dès que les Ukrainiens le voudront. Est-ce que ça vous convient, intellectuellement? Écoutez, ça me convient davantage que les propos qui ont été tenus il y a quelques mois de cela. On se souvient d'une sortie qui avait été considérée au moins chronologiquement comme maladroite, puisqu'à l'époque, le locataire de l'Élysée avait considéré que la Russie ne devait pas être humiliée. Alors certes, le problème, c'est que la Russie, très objectivement, a lancé l'offensive militaire, a violé le droit international le 24 février dernier et se comporte de manière extraordinairement violente et impériale. Donc du coup, dans un tel cas de figure, vous ne pouvez pas demander décemment aux Ukrainiens, en tout cas pendant les combats, de faire en sorte de ne pas humilier celui qui, en principe, sur le papier, d'abord était le plus fort et a entamé la partie, entre guillemets. Donc aujourd'hui, on a affaire, et d'ailleurs ça, c'est vrai depuis l'été, hein, à une remise en perspective, ou à un alignement. Je n'aime pas beaucoup ce terme, parce que je ne crois pas que Paris s'aligne derrière d'autres chancelleries, notamment pas en Europe orientale, mais en tout cas, on a affaire aujourd'hui à une cohésion plus importante et à une plus grande sévérité, en tout cas du président de la République, vis-à-vis de Moscou. Alors si les Ukrainiens ont la main pour décider du moment où on pourra passer à la table des négociations, il faut constater que ce ne sont plus les frontières du 24 février que l'Ukraine veut rétablir, mais celles de 1991, c'est-à-dire Crimée incluse. Ça promet une guerre très longue. Ce n'est pas faux, vous savez, la victoire en général donne de l'appétit. C'est-à-dire que autant le 24 février, les jours qui ont suivi jusqu'en mars, peut-être même avril et mai, au fond, on pouvait considérer à Kiev que la résistance et la résilience, et puis le soutien occidental, européen et américain, permettrait à tout le moins de continuer à résister. Mais depuis la contre-offensive massive de septembre, qui a été pour l'essentiel victorieuse, évidemment, à Kiev, on considère que maintenant, il faut récupérer l'intégralité des territoires perdus. Alors, en droit international, Zelensky n'a pas tort, mais sur le terrain, il est devenu à peu près évident que la Russie, et en tout cas Poutine, ne permettront pas une pénétration des forces ukrainiennes en Crimée et dans l'est du Donbass, c'est-à-dire sur les lignes d'avant le 24 février, sachant que la Crimée avait déjà, comme vous le savez, été annexée en 2014. Donc je pense que là, on a affaire à une ligne rouge. Donc pour résumer, je vous dirais que Zelensky a raison à la fois sur le plan politique intérieur et du point de vue international de réclamer finalement son dû. Mais je pense que sur le terrain, ce n'est pas ce qui va se passer. Et je pense que les Occidentaux ont déjà commencé à indiquer à M. Zelensky qu'après l'hiver, parce que là je pense qu'a priori les fronts vont devenir, vont geler, c'est un mauvais jeu de mots, bon, mais à partir du printemps, il va falloir procéder peut-être différemment et sans espérer un traité de paix, renoncer vraisemblablement à conquérir ou à reconquérir la Crimée. Et là, je pense que ce sera politiquement très difficile pour M. Zelensky. Que pensez-vous des hypothèses militaires que l'on entend, telles que l'usage de la bombe atomique de manière tactique ou bien la destruction d'un barrage géant? Est-ce que ce sont des fantasmes de médias occidentaux ou est-ce qu'il y a une réalité de risque militaire? Alors, je ne pense pas que ce soit de l'ordre du fantasme. D'abord, la destruction d'un barrage, c'est tout à fait possible, c'est jouable. Si Poutine se sent littéralement acculé, par exemple, par une offensive qui serait victorieuse sur Kherson, c'est-à-dire s'il perdait l'une des deux seules villes qu'il a réussi à conquérir depuis le 24 février, qui est comme très peu, et s'il veut se replier, pardon d'employer un terme un peu militaire, la queue entre les pattes, et je ferme les guillemets, derrière le Dniepr, ce sera franchement pas glorieux. Et là, on peut effectivement imaginer la destruction d'un barrage ou d'autres infrastructures de ce point de vue-là. Le nucléaire, je n'y crois absolument pas. D'abord parce que sur le plan militaire, rien n'indique que ça favoriserait l'armée russe. Ça pourrait peut-être même au contraire créer une espèce d'enrager littéralement l'armée et de surmotiver l'armée ukrainienne et la population ukrainienne. Ce serait gravissime du point de vue de l'OTAN qui pourrait riposter de manière conventionnelle de façon extrêmement forte. Et puis j'insiste sur un point qu'on oublie trop souvent, la Chine ne le tolérerait pas. La Chine est une puissance très conservatrice, et notamment sur le plan nucléaire. Je parle de la Chine, mais on pourrait aussi évoquer l'Inde. Et là, si vous voulez, déjà Poutine dispose de très très peu de soutien et d'un soutien chinois très tiède. Mais je pense que s'il se faisait entrer le monde dans une nouvelle ère
nucléaire, je pense que là, il se retrouverait réellement tout seul. Alors vous parliez de l'OTAN et de la riposte conventionnelle qui pourrait arriver, mais ça serait quoi cette riposte conventionnelle? Les Américains ont disposé des forces sur le front ouest de l'OTAN. Est-ce qu'on aurait une entrée en Russie des troupes de l'OTAN? En Russie, non, mais en Ukraine. Et ce qui changerait la donne, parce que là, pour le coup, alors pour l'instant, on soutient l'Ukraine de manière assez forte d'ailleurs, hein, très très concrète sur le plan financier, bien sûr, sur le plan militaire, mais en principe, il n'y a aucun soldat de l'OTAN sur le sol ukrainien. C'est ce qu'on appelle précisément la non-co-belligérance. Mais si il devait y avoir usage d'une arme non conventionnelle par Vladimir Poutine, et en particulier du nucléaire futile tactique, je pense que là, effectivement, l'OTAN se permettrait d'entrer sur le territoire ukrainien. Alors, le prochain événement américain, ce sont les élections de mi-terme. Est-ce que ça peut infléchir la guerre? C'est-à-dire, est-ce qu'un Biden qui serait en cohabitation, comme on dit en France, ça pourrait l'obliger à être plus modéré dans son soutien à l'Ukraine? Alors, moi, je ne le crois pas pour une raison assez simple, c'est que la majorité des républicains sont favorables à sa ligne ferme face à la Russie. Certains sont même d'ailleurs beaucoup plus virulents que lui face à Poutine. Donc je vous dirais que de ce point de vue-là, et en matière de politique étrangère de façon générale, on pourrait aussi d'ailleurs étendre votre question à l'Indo-Pacifique et à la question de Taïwan, je pense que ce serait une cohabitation qui finalement serait extrêmement cohérente. Donc je pense que de ce point de vue-là, Biden n'a pas grand-chose à craindre, et au fond, les Ukrainiens n'ont pas grand-chose à craindre d'une montée en puissance des républicains au Sénat. Et si à l'inverse, Biden sort renforcé de ces élections de mi-terme, est-ce qu'il peut être tenté de dire aux Ukrainiens, bon, maintenant on arrête, cessez le feu, on négocie, ayant pris son butin électoral? Mais je pense qu'il le fera de toute façon. Il le fera si ce n'est pas déjà entamé, si ses propos n'ont pas déjà été entamés. Je n'ai pas d'éléments, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que avant l'hiver, et a fortiori pendant l'hiver qui s'annonce, et l'hiver ukrainien, c'est pas l'hiver français, hein, je pense que les Occidentaux, Biden, qu'il soit renforcé ou pas au Sénat, vont tenter de convaincre M. Zelensky de poursuivre sa campagne jusqu'à la ligne rouge absolue que serait pour la Russie la Crimée. Alors vous évoquiez la Chine, Xi Jinping sort encore renforcé dans ses pouvoirs du congrès du PC qui s'est tenu ces derniers jours. Est-ce que du coup l'annexion violente de Taïwan est inévitable à court ou moyen terme? Alors, je ne le crois pas parce que, au fond, on a affaire à quelqu'un d'extrêmement brutal sur le plan intérieur. Alors, c'est vrai face au Covid, où d'ailleurs, je pense que Xi Jinping confond brutalité et efficacité. On l'a bien vu ces derniers mois. Et on a affaire à un pouvoir qui s'approche assez furieusement de 1984 d'Orwell, quand même. Mais ça, c'est à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, qu'est-ce qu'on a vu ces derniers mois? Une diplomatie qui, sur Taïwan, au fond, était inversement proportionnel à ce qui se passe sur le terrain. Je m'explique en deux mots. La diplomatie chinoise sur Taïwan est devenue extrêmement intransigeante, mais sur le terrain, on a affaire à des gesticulations. On l'a bien vu après la visite de Madame Nancy Pelosi, après la visite dans l'Indo-Pacifique et dans la région du président américain. Mais en réalité, on a beau mettre des bateaux sur l'eau et faire voler des avions dans les eaux territoriales taïwanaises, pour l'instant, rien n'a changé. J'ajoute que, sur le plan strictement militaire, les Chinois, à ma connaissance, ne construisent pas des dizaines de milliers de barges de débarquement. Bon, on débarque pas sur un territoire avec des destroyers, encore moins avec des porte-avions. Donc je pense que, pour l'instant, on a plutôt affaire, en matière d'affaires étrangères, à quelque chose qui ressemble à du pragmatisme. Autre pays, autre danger, l'Iran. Est-ce que le pouvoir des mollahs vous semble assez déstabilisé par la contestation populaire pour ne pas aller au bout de son projet nucléaire, pour en être empêché? Alors moi, je pense qu'il faut disjoindre les deux dossiers. Je pense que les questions internes, liées notamment aux manifestations, alors ça a été vrai d'ailleurs lors du printemps iranien de 2009, c'était vrai en 2019, c'est vrai encore aujourd'hui. Au fond, la République islamique n'est pas si déstabilisée que cela. Elle le serait davantage si elle ne parvenait pas à trouver un accord ou à retrouver l'accord de Vienne, en fait, sur le nucléaire de 2015. Autrement dit, si elle n'arrivait pas à faire baisser ou annuler au mieux les sanctions internationales qui étranglent le régime. Parce que, en réalité, les gens se révoltent aujourd'hui parce que le voile est beaucoup trop oppressant, certes, mais en réalité, il y a des foyers de dizaines de famines dans plusieurs régions d'Iran, et les Iraniens reprochent, à juste titre, au pouvoir d'être absolument incapable de régler la situation. Alors, c'est lié aux sanctions internationales, mais c'est lié aussi à une impéritie et une corruption absolument généralisée à la tête du régime à Téhéran. Or, sans
la limitation de ces sanctions, il n'y aura pas de cash. Et s'il n'y a pas de cash, eh bien, le régime iranien devra faire face à des contestations sociales de plus en plus graves. Et je pense que de ce point de vue-là, Téhéran, j'ai parlé de pragmatisme pour la Chine tout à l'heure, je vais peut-être surprendre certains de vos auditeurs, mais je pense que en matière d'affaires de défense et de questions internationales, au fond, l'Iran est relativement prudent. C'est un régime, entendez-moi bien, brutal, voire très brutal, mais relativement prudent lorsque le rapport de force lui est défavorable. Emmanuel Macron a rencontré hier Giorgia Meloni. Est-ce qu'il a eu tort d'aller aussi vite dans ce premier dialogue informel ? Non, je ne le crois pas. Je pense qu'il a eu raison, d'abord parce que l'Italie est et demeure une authentique démocratie. Alors, vous savez ce que disait Brecht, hein, on peut dissoudre un parlement, on ne dissout pas le peuple. Bon, cette dame a été, enfin, elle est aujourd'hui au pouvoir du fait d'élections parfaitement démocratiques. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, l'Italie est un État à la fois ami et allié. Et non seulement ami allié, mais de plus en plus incontournable au regard de la montée en puissance économique et financière de l'Allemagne, qui nous rapproche, qu'on le veuille ou pas, au fond de l'Italie et de l'Espagne et de l'Europe du Sud. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la tentative de. Je veux dire par là qu'on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron d'avoir tenté ces dernières années de faire entendre raison à M. Poutine. Alors c'est vrai à Versailles, c'est vrai à Brégançon, c'était vrai ces derniers mois par téléphone. Mais inversion de postulat. Que n'aurait-on pas dit s'il n'avait pas tenté de le faire, d'une part. D'autre part, qui a réussi à convaincre Poutine de ne pas faire n'importe quoi en Ukraine? Xi Jinping, même pas. Qui a réussi? Bon, donc si vous voulez, à plus forte raison, quelqu'un qui n'entretient évidemment pas, je ne fais pas la comparaison aujourd'hui évidemment entre Mélanie et Poutine, mais je pense que Emmanuel Macron, quelque part, n'avait pas le choix en tant que puissance principale de l'Union européenne que de prendre langue immédiatement, le premier en fait, hein, avec cet élu démocratiquement en place, et de tenter, je pense, de lui faire entendre raison sur un certain nombre de points. Eh bien, je rappelle votre ouvrage, Les Voix de la puissance, chez Odile Jacob. Frédéric Ancel, merci et bonne journée. Merci à vous.